Bonsoir, bienvenue à Chaudron 18 à Lausanne. Merci de terminer votre semaine avec Mauvaise Langue. On va passer en revue les événements marquants des derniers jours et je serai accompagné de politologues et de sociologues. Non, je déconne, ce serait beaucoup trop chiant. Je suis accompagné du rien du tout-ologue, mais complètement imprévisible, Blaise Berzinger. Et au sommaire de cette émission, une élection de haute importance en Russie, une élection avec beaucoup moins d'importance, celle de Miss Suisse. Et on va découvrir si les partis politiques suisses ont un problème avec la transparence. Tu sais où il n'y a pas de problème, chez qui il n'y a pas de problème avec la transparence? Non. Chez les fantômes. Voilà, je vous avais prévenu, bienvenue dans Mauvaise Langue. Ce dimanche, c'est l'élection présidentielle russe et il y a autant de suspense que dans un film porno. On sait tous déjà comment ça va se terminer. Sur un visage. Celui de Vladimir Vladimirovitch Poutine. Ah ouais, j'ai aussi vu ce film-là. Il est incroyable, j'ai adoré. L'élection présidentielle en Russie, c'est comme une soirée alcoolisée au Québec. À la fin, c'est Poutine pour tout le monde. Il va être réélu et ça le rend fou de joie. Et comme c'est joué d'avance, les Russes ont de la peine à se passionner pour cette élection. Bon, ils en ont marre aussi des élections. Ces derniers mois, ils ont déjà participé aux élections américaines, aux élections françaises, aux élections allemandes et aux élections italiennes. Et si Poutine va gagner si facilement, c'est qu'il n'a aucun opposant crédible et c'est pas un hasard. Sous le règne sans partage de Vladimir Poutine, depuis 18 ans, on devient opposant à ses risques et périls. Assassiné comme Boris Nemtsov en 2015 par des Tchétchènes, mais sans que le véritable commanditaire soit connu. Emprisonné puis exilé comme l'oligarque Mikhail Khodorkovsky. S'opposer à Poutine, c'est la deuxième cause de mortalité en Russie après l'alcool. Les militants des opposants sont aussi fréquemment menacés, arrêtés ou tabassés. En Russie, il faut aimer Poutine ou alors il faut faire du Krav Maga. Mais il ne faut pas trop aimer Poutine non plus parce que les homos se font tabasser aussi. En l'absence du principal opposant Alexei Navalny, empêché de participer et qui appelle au boycott de l'élection depuis YouTube, aucun candidat inscrit n'est véritablement un opposant. Par exemple, la seule femme, Ksenia Sobchak, c'est une star de télé-réalité et la fille du mentor de Poutine. Donc Poutine est opposé à un YouTuber et une star de télé-réalité. C'est comme si Macron concourait en 2022 contre Norman et Nabila. Et de toute façon, personne n'est assez fou pour choisir quelqu'un qui vient de la télé-réalité comme président. Personne. Et ceux qui trahissent le régime russe ont beau fuir, ils s'en sortent pas indemnes, comme l'ancien espion empoisonné en Angleterre cette semaine, ainsi que des dizaines de décès louches d'expatriés russes. Les anciens membres du gouvernement exilés, ils ont tendance à avoir autant de problèmes de santé que Renault. En même temps, c'est facile d'empoisonner quelqu'un en Angleterre. Il suffit de le laisser commander à manger. En tout cas, l'incident a déclenché une crise diplomatique. La première ministre britannique Theresa May a expulsé des diplomates russes et annoncé qu'aucun membre de son gouvernement ou de la famille royale ne se rendra en Russie pour la Coupe du Monde. Ça montre à quel point les Anglais sont fâchés, ils vont boycotter la Coupe du Monde. Tandis que les joueurs anglais ont annoncé qu'ils feraient comme d'habitude, ils la boycotteraient à partir des huitièmes de finale. Il paraît même que les Italiens, ils font une grève complète. Si Poutine risque de remporter 3/4 des suffrages, c'est pas uniquement qu'il a verrouillé le système, mais c'est aussi parce qu'il est extrêmement populaire, malgré la crise économique que traverse la Russie depuis le début de son 3e mandat. En fait, en Russie, et même en dehors, son image d'homme fort qui impose sa poigne sur la scène internationale plaît beaucoup. C'est une image qu'il entretient sous l'œil des photographes avec des mises en scène en train de faire 1000 activités viriles et insolites, un espèce de mélange d'Action Man et de Martine à la ferme. On voit ici Vladimir chasse à torse nu, Vladimir fait du cheval à torse nu, Vladimir parle aux chevaux, Vladimir fait la nage papillon, Vladimir fait du judo, Vladimir fait du hockey, Vladimir fait du quad. Vladimir fait un cake salé, Vladimir fait aussi canapé-lit, Vladimir fait du 43. Il a même un grade plus élevé en taekwondo que Chuck Norris, alors que Poutine n'a jamais fait de taekwondo. Chuck Norris, il est tellement fort qu'il peut battre Hulk au bras de fer avec un doigt pendant qu'il assainit les finances du canton de Neuchâtel avec l'autre main, mais il perd quand même contre Vladimir Poutine. Poutine fait absolument ce qu'il veut ces dernières années. Moi, quand j'ai envie de me faire plaisir, je m'achète un nouveau t-shirt ou je vais au resto. Poutine, il s'est offert des Jeux Olympiques, une Coupe du Monde et la Crimée. On le voit ici jongler avec le président de la FIFA, Gianni Infantino. Bon, il y a un changement de plan à chaque fois qu'il touche le ballon, je crois qu'il n'est pas ceinture noire en foot. Et Poutine a annoncé avoir développé les missiles nucléaires les plus puissants de l'histoire, à la portée et la puissance 10 fois plus grande qu'avant, capables de frapper n'importe où sur la planète. Et c'est vrai que ces missiles, ils ont l'air impressionnants. On voit ici sur des images avec des graphismes dignes des premiers Game Boy Color. Les missiles, ils pourront même contourner les boucliers anti-missiles.
Ouais, c'est pas des nichons au milieu de l'océan, c'est des boucliers antimissiles. Voilà, ils slaloment les missiles, c'est des missiles Laragout, c'est impressionnant. Ah non, non, on a dit qu'on arrête de taper sur la ragoute. Oui, c'est vrai, on l'aime beaucoup. Elle tape déjà assez fort contre les barrières. Excellente vanne. Blaise. Non, ça devient flippant. Poutine est devenu tellement puissant que même les pigeons le saluent. Et on ne peut que se joindre aux oiseaux et saluer la victoire du président à vie de la Fédération de Russie, Vladimir Vladimirovitch Poutine. Et comme on dit en Russie, vote Poutine ou on tue ta famille. Faudra aussi boycotter la Coupe du Monde, Blaise. Oh non. Et parfois, il vaut mieux voir l'actu au fond d'un verre, et c'est ce que font nos piliers de bar dans Bonne Binge. Tu sais que j'ai vu que les fake news se propagent 4 fois plus vite que les vraies infos. Ouais, je sais, et le pire, c'est que ça zappe les vraies news. Les gens sont complètement cons, c'est dingue cette société. Et le pire, c'est que les médias nous cachent la vérité. Tu vois, j'ai lu l'autre jour que Paul McCartney était mort dans un accident de voiture en 1966. Mais en fait, le gars, il a été remplacé par un sosie. Et ça, les médias, ils nous le montrent pas, tu vois. Putain, mais que font les médias, quoi. C'est ça. Que font les médias? J'étais à Fribourg ce week-end. Ils savent s'amuser là-bas. Hein. Il y avait les rencontres inter-EMS de la Sarine. C'est les JO pour les vieux. Ah, c'est dingue, ouais. Et puis c'est quoi les épreuves? Samedi, il y avait les épreuves d'équilibre, il y avait la pétanque et il y avait le 100 mètres. Puis dimanche? La fin du 100 mètres. Suite à cette plaisanterie discriminatoire et d'un jeunisme déplorable, nous avons décidé de vous offrir une séquence de blagues non clivantes. Les playoffs de hockey viennent de commencer. Veux-tu les regarder avec moi? Cela me dit, ok. Toi, t'as vu, il y a Stephen Hawking qui est mort. Oh merde. Ouais. Mais il y a quelqu'un qui a essayé de l'éteindre puis de le redémarrer ou quoi? Tu pourrais respecter quand même un peu. Tu sais de quoi il est mort? Non. Il a attrapé un virus. Tu veux bien? Je suis mal à l'aise. Suite à cette plaisanterie honteuse sur une personnalité admirable qui va nous manquer, nous avons décidé de vous offrir une séquence de blagues non clivantes. Attends, mais le hockey sur glace, c'est ce sport où le FC Real Madrid est vraiment très fort? Mais non, gros nigo. Décidément, en hockey, tu ne touches pas le puck. En fait, tu sais quoi? Je crois que j'en ai marre de vivre dans une société où tout le monde croit... Oh putain, il y a Facebook qui va devenir payant. Quoi? Attends, faut que je partage à tout le monde. Ouais, ils sont gonflés, hein. Que font les médias? Pardon, hein. En plus, en hockey sur glace, ils se tapent toujours dessus. C'est un spectacle excellent. Et moi j'ai une bonne vanne, alors c'est Bertrand Cantat et Dieudonné. Non. Et maintenant, on va aborder un sujet délicat, celui de l'islamologue genevois Tariq Ramadan. Vous sentez cette tension soudaine? Non, faire des blagues sur une affaire judiciaire en cours, c'est compliqué. Faire des blagues sur des accusations de viol, c'est délicat. Et faire des blagues sur l'islam, c'est touchy. Alors faire des blagues sur une affaire judiciaire en cours impliquant un islamologue accusé de viol, c'est le grand chelem. Et Ramadan compte de nombreux soutiens très virulents, mais on n'a pas peur, on peut parler de tout, n'est-ce pas Blaise? Bon, bah je vais en parler tout seul. Moi, j'ai pas peur. Vous pouvez le noter, moi, Vincent Veillon, je n'ai peur de personne. Rappel des faits. En France, cette nouvelle plainte pour viol contre Tariq Ramadan, la 3e, elle émane d'une femme de 45 ans. Alors que l'islamologue est toujours en détention provisoire, les 3 témoignages évoquent un comportement d'une grande violence. Et depuis, il y a une 4e plaignante. Et pour Tariq Ramadan, c'est quand même un comble de se retrouver impliqué dans l'affaire Balance ton porc. Déjà parce qu'il a toujours défendu les valeurs traditionnelles et... C'est vous qui l'avez fait dans votre tête, cette blague. Je vous laisse responsable. J'assume pas du tout. Ah oui, je l'ai, la blague. T'as dit balance ton porc, parce que en fait, lui, il est sagittaire. Balance? Non. Non, en plus, il est vierge. Il est vierge? Ça, je pense pas. Alors, Merci, ça valait la peine de revenir, Blaise. Oui, bah désolé, dès qu'un sujet est un peu trop sensible, moi je m'en vais. Donc, voilà. D'accord, sans transition, le conflit israélo-palestinien. Voilà. Ça marche toujours. L'annonce des plaintes contre Ramadan a beaucoup fait réagir et certains sont tombés des nues comme Bernard Godard, un expert en islam pour le ministère de l'Intérieur français qui a beaucoup travaillé avec Ramadan et il a déclaré « Je savais qu'il avait beaucoup de maîtresses, qu'il consultait des sites, que des filles étaient amenées à l'hôtel à la fin de ses conférences, qu'il en invitait à se déshabiller, que certaines résistaient et qui pouvaient devenir violents et agressifs, ça oui, mais des viols, je suis abasourdi. » J'adorerais jouer au Cluedo avec Bernard Godard. Il doit être nul. J'ai vu le colonel Moutard dans le hall avec un poignard sanguinolent, donc je pense que c'est Madame Pervenche avec le chandelier dans la bibliothèque.
On a également appris que lorsque Ramadan était prof au collège de Saussure à Genève, il aurait séduit et couché avec ses élèves, dont certaines étaient mineures. Coucher avec son prof, là t'es doublement vexé si t'as pas la moyenne. Visiblement, Ramadan était un prof polyvalent qui enseignait le français pendant la journée et les travaux manuels et l'éducation physique après les cours. La défense de Ramadan réfute toutes les accusations et conteste les conditions de sa détention car il souffrirait d'une sclérose en plaques. La justice est sceptique notamment parce que le dossier médical vient d'une clinique genevoise où exerce Ayman Ramadan. Oui, c'est son frère. Hein. Et c'est leur vrai nom. Au début, moi, je croyais que c'était un nom d'artiste comme Youssouf Islam et Gustave Parking, mais non, il s'appelle vraiment Ramadan. Bref, en attendant la contre-expertise médicale, Tariq Ramadan a pu sortir de prison. Il est détenu à l'hôpital. C'est donc grâce à son frère qu'il est sorti de prison. Il est temps qu'il se renouvelle, les scénaristes de Prison Break, parce que là, c'est tout le temps la même chose. Tariq Ramadan a avancé un premier alibi. Il était à Londres et pas à Lyon au moment du premier vol présumé. Il faut avouer que même s'il en a une aussi grosse que sur la couverture de Charlie Hebdo, Londres-Lyon, c'est compliqué quand même. Finalement, un ticket d'Iberia prouverait que Ramadan a bien atterri à Lyon ce jour-là. Il aurait dû prendre EasyJet, il serait arrivé à Lyon 3 jours plus tard, il serait encore en liberté. La défense dénonce un acharnement médiatique et ne comprend pas la décision de le laisser en prison en attente du procès. Une mesure justifiée selon la justice par un risque de récidive et de fuite. Ramadan a effectivement des connexions dans le monde entier, notamment au Qatar qui finance sa chaire à l'université d'Oxford. Au Qatar, en fait, il finance le PSG et Tariq Ramadan. C'est plutôt complémentaire parce qu'il y en a un qui bat des femmes et l'autre qui bat personne. Voilà, avec cette vanne, je viens de me mettre les fans de Tariq Ramadan et les fans du PSG à dos. Il ose vraiment tout, ce Vincent Veillon. Tariq Ramadan bénéficie de la présomption d'innocence. L'affaire est entre les mains de la justice, mais sur Internet et dans les médias, beaucoup ont déjà leur verdict en fonction de s'ils aimaient Ramadan avant ou pas. Pour certains défenseurs de Ramadan, tout ça est un complot des islamophobes et des sionistes. Ah, ils sont forts, ces juifs, quand même. Hein. Bon, le complot sioniste, ils étaient moins au taquet sur Harvey Weinstein, sur Woody Allen, sur Roman Polanski ou sur Dominique Strauss-Kahn. Ils se sont réveillés un peu tard, les sionistes. Hein, mais ceux qui ont peur des complots se rassurent, puisque Ramadan a engagé pour sa défense un avocat islamophobe et une avocate juive. Donc match nul, un partout, balle au centre. C'est bon? C'est fini? Toi, t'es vraiment un malade, hein, Vincent. Merci, Blaise. Non, moi je m'appelle Karl Marx. Lui non plus, il ne montre pas courage, puisque cette semaine, il s'attaque à un sujet hautement épineux pour nous parler de Miss Suisse, Yann Marguet. Yann, ce qui vous a fait réagir cette semaine, c'est l'événement télévisuel de la semaine, l'élection de Miss Suisse 2018. Et bonsoir Vincent. Rappelez-vous, c'était samedi dernier à 20h15 sur la très prestigieuse Sat.1 Aucun roman ne regardait. Moi-même, je m'étais mis une alarme sur mon calendrier pour me rappeler de m'en foutre si par hasard j'y pensais. Et ça n'a pas manqué, je m'en suis foutu, alors comme de l'an 40. Et c'est qui la nouvelle Miss? Alors elle s'appelle Jastina Doreen Riederer, elle a 19 ans, elle est magnifique, hein, regardez-la, c'est sans l'ombre d'un doute la plus belle femme de Suisse, elle ne ressemble aucunement à n'importe quelle meuf de 19 ans qui s'habille chez Zara, par exemple. Extraordinaire, elle aimerait d'ailleurs, selon ses dires, devenir mannequin ou actrice, une personnalité donc qui n'a pas fini de nous surprendre. On se réjouit de la découvrir un peu plus dans l'illustré en salle d'attente de l'allergologue au début du printemps. Donc c'est plus une romande. Et non, bonjour Jastina, au revoir Lauriane. Le cœur des romans saignait samedi dernier évidemment. Hein, Lauriane Salin, la petite fiancée glamour des fribourgeois, la femme aux gencives de soleil, comme certains aimaient l'appeler, lâchait son titre après bientôt 2 ans et demi. 2 ans et demi pendant lesquels elle aura eu le temps de tomber enceinte et de passer son permis poids lourd, hein, Lauriane. Que de chemin parcouru. L'émotion était d'ailleurs à son comble lorsqu'elle n'a pas remis sa couronne en main de la gagnante parce qu'elle n'était pas là, parce qu'elle habite en Grèce, parce qu'elle s'en fout, Lauriane. Mais attends, 2 ans et demi, c'est pas chaque année le concours? Eh bien non, parce qu'à l'instar de Lauriane et moi-même, les sponsors sont cognes aussi de Miss Suisse. On le sait, ça fait déjà un moment que le concours est menacé avec lui tout son héritage. Hein. Et sans Miss Suisse, qui sera la nouvelle égérie de Gel Molly? Qui jouera dans les pubs Visilab? Qui sera second rôle dans la prochaine fiction de la RTS? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va faire sans Miss Suisse, Yann? Je ne sais pas, Vincent. On se rattrapera sur Miss Suisse romande, Miss Suisse francophone, Miss Beauté romande, Miss Fête des Vendanges, Miss Earth Switzerland, Miss Portugal Switzerland, ou un des 18 000 autres concours qui jonchent le calendrier. Parce qu'être Miss, c'est un peu comme l'école des fans. Tout le monde finit par gagner. Ou alors, on fera comme Renzo Blumenthal. On jouera au Yas.
Bah voilà, les Suisses allemands, ils ont gardé Elias à la télé, mais c'est quoi le rapport? Bah Renzo Blumenthal, c'est Mister Suisse 2005 et il se fait tellement chier depuis que Mister Suisse n'existe plus qu'il est obligé de jouer au Yas à la télé pour exister. Mister Suisse, ça existe plus non plus? Non, mais c'est pas à cause des sponsors, Thomas. C'est parce qu'on est trop moche. Yann Marguet, mesdames et messieurs. Il y a 2 semaines, Fribourg et Schwyz votaient en faveur de la transparence du financement des partis politiques. Un résultat surprenant, surtout à Schwyz. Déjà parce qu'il se passe quelque chose à Schwyz, je crois que c'est la première fois depuis 1291. Et c'est pas tout à fait eux qui ont tendance à être des pionniers. C'est un canton extrêmement conservateur, un des 5 derniers à avoir accordé le droit de vote aux femmes. Les élus sont très majoritairement de droite et les impôts sont bas pour attirer les grosses fortunes. Schwyz est au progressisme ce que Christian Levrat est au charisme, son antithèse. Mais ça a également surpris chez Christian Levrat, justement, à Fribourg. Même ceux qui ont lancé l'initiative n'y croyaient pas. Pas de franches embrassades ou de bruyants éclats de joie, plutôt de la stupéfaction et une certaine émotion. Contre toute attente, les Fribourgeois ont plébiscité l'initiative des jeunes socialistes sur la transparence du financement des partis politiques, avec plus de 68% des voix. La jeunesse socialiste qui gagne une initiative, mais tout est possible. Moi, je vais jouer à l'euro-million. C'est normal qu'ils sachent pas comment fêter une victoire. C'est la première fois que ça leur arrive. Ils savaient même pas que c'était permis. C'est comme moi, une fois, j'ai fait entrer des témoins de Jéhovah chez moi. Ils étaient tellement surpris, les mecs, ils ont explosé. Il y a donc désormais 5 cantons suisses dotés de lois sur la transparence et une initiative fédérale sera soumise au vote prochainement. Il faut dire que selon le groupe des États contre la corruption du Conseil de l'Europe, la Suisse est l'un des rares pays européens à ne pas avoir de loi là-dessus. Alors il y a 2 explications. Soit on a des trucs à cacher, soit on est le seul pays où les grosses fortunes et les grandes entreprises n'essayent pas de contrôler le pouvoir avec leur argent. Je me demande bien laquelle c'est. Heureusement, Christian Lucher nous rassure. Mais jamais, jamais, au grand jamais, aucun parlementaire, en tout cas du PLR à Berne, ne s'est laissé influencer par le montant qu'un établissement financier, par exemple, donnerait au parti. Il a dit jamais à Berne. Donc peut-être que les élus sont parfois corrompus, mais ils doivent d'abord sortir de l'agglomération bernoise. Tu peux boire un café avec un lobbyiste, mais seulement à Könitz ou à Thun. Et Thun, c'est très joli. C'est peut-être ça, parce qu'on se souvient de Dassault qui faisait des dons aux parlementaires pile au moment où il devait choisir un avion de combat, ou UBS qui essayait de continuer à financer les partis malgré la participation de la Confédération dans la banque, ou pas plus tard que l'année passée, un lobby routier qui a contribué à la campagne de plusieurs politiciens en échange d'un soutien à 2 de leurs initiatives. Mais attention, l'argent n'a aucune influence sur les politiciens, aucune. C'est des moines bouddhistes, les mecs, quoi. Ils ont refusé à toute velléité financière, ils ont ouvert le chakra, ils s'en foutent. Et c'est pour ça que chaque fois qu'une initiative ou une motion tente d'instaurer la transparence, il la refuse parce qu'il n'y a pas besoin. Depuis 2009, 6 motions pour réglementer les lobbies et les financements de campagne ont été refusées. Les politiciens ne veulent pas nous dire qui les paye, c'est pas nos affaires. Et excusez-moi, qui est-ce qui vous paye? Celui qui me paye, c'est... Oh, regardez, un hamster géant qui jongle avec des pneus! Nous, quand on reçoit un soutien pour un spectacle, on doit le mettre sur l'affiche. Les footballeurs, ils les ont sur le maillot. Moi, je propose que les politiciens, ils l'affichent sur leur costard. Mais pour le moment, l'Axpo Conseil National et le BRAC.ch Conseil Fédéral veulent continuer de toucher de l'argent sans nous dire de qui. Un peu comme les influenceurs ou les influenceuses sur Internet, dès qu'ils trouvent tous les produits qu'ils reçoivent formidables. Salut mes petits électeurs! Je viens de recevoir un projet de loi génial qui vise à augmenter les primes d'assurance maladie chez les jeunes en bonne santé. C'est un truc de ouf, je vous le conseille, moi j'ai adoré. Et en plus de ces 2 succès cantonaux, un sondage indique que 2 tiers des Suisses sont favorables à la transparence, mais encore plus fiable que les sondages, il y a Christian Lucher. Alors, si vous voulez mon avis profond, le citoyen se moque totalement de savoir qui finance quel parti. Ah bah non, on s'en fout apparemment. Lucher, il a plein de casquettes, il est avocat, conseiller national, télépathe. C'est le type qui vient te dire le lendemain des votations ce que le peuple pense vraiment. Mais c'est normal qu'il aime pas la transparence, c'est un avocat d'affaires genevois. Son métier, ça consiste à ignorer la provenance des fonds. Les enfants pensent que les légumes poussent dans le frigo, les avocats d'affaires genevois pensent que l'argent pousse dans des mallettes. Et ceux qui pensent pas comme Lucher sont des pervers. Ce qui guide et ce qui motive ceux qui souhaitent la transparence, c'est plutôt en réalité une certaine forme de voyeurisme. Voilà, ça nous excite. Par exemple, moi le soir chez moi, j'allume une bougie, je sors du lubrifiant et j'ouvre la liste des donateurs des partis politiques. Groupe Mutuel, oh oui, Novartis. Là où Lucher a raison, c'est que les registres des dons, dans les cantons où ils sont disponibles, sont très peu consultés par les citoyens. Peut-être car il faut aller consulter le registre à la chancellerie et la vie est trop courte pour aller lire des classeurs à la chancellerie. Mais la simple existence d'un registre national empêcherait sans doute les partis d'accepter l'argent de n'importe qui parce qu'on fait moins de conneries quand on sait qu'on nous regarde. Thomas, regarde. 3, 4.
Enfin, à part peut-être lui. Mais au niveau fédéral, pour l'instant, on ne sait rien. Les politiciens, ils ont le pouvoir de décider comment dépenser le moindre centime de l'argent de nos impôts, mais les millions qui circulent et qui déterminent qui atteint ce pouvoir, ça nous regarde pas. Et maintenant, rangez-moi ces bougies et ce lubrifiant, bande de gros voyeurs. On aimerait bien interviewer les grands de ce monde, mais eux, ils veulent pas. Mais on nous échappe pas comme ça, on a trouvé un autre moyen grâce à la technologie, c'est Excusez-nous d'Alexis Junot qui était presque avec Johann Schneider-Ammann. Monsieur Schneider-Ammann, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, bienvenue dans Excusez-nous, l'interview de mauvaise langue. Vous m'avez l'air un petit peu fatigué. Est-ce qu'il y a un risque que vous vous endormiez pendant l'interview? Oui, c'est absolument un danger. Johann Schneider-Ammann, tout d'abord, on m'a dit que vous souhaitiez changer de coupe de cheveux et que vous envisagiez de faire une crête rose. Est-ce que vous confirmez? Et je le ferai si tous les aspects sont plutôt favorables. Voilà, et soudain, vous vous apercevez que vous êtes presque chauve et que la crête, en fait, c'est pas possible. Yeah, c'est vrai. Je vis avec, je dois vivre avec. Monsieur le conseiller fédéral, la rumeur indique que la nuit dernière, il y a eu une soirée mousse dans le palais fédéral et que vous en étiez l'organisateur. Est-ce que c'est vrai? Yeah, c'est vrai. Malheureusement, c'est seulement la moitié de la vérité. Comment ça? C'était un accident de toute l'équipe. Ah, donc du conseil fédéral en général. Comment est-ce que vous justifiez ce comportement? C'est la vie politique. Alors, durant cette soirée mousse, Alain Berset aurait fini la soirée avec sa collègue Doris Letard et l'aurait amené dans son bureau. Est-ce que vous l'avez entendu lui dire quelque chose en particulier? Elle a dit au moment où je suis arrivé, je n'ai pas l'intention de me retirer. Ah, ambiance chaude donc, hein? C'était pour moi l'événement le plus important de toute l'année. Monsieur Schneider-Ammann, je vais être honnête, je ne sais pas vraiment où dormir ce soir. Est-ce que je peux sous-louer votre appartement? Écoute, je me réjouis de te donner la clé. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup pour cet entretien, monsieur Schneider-Ammann. Merci à vous. Ouais, à mon avis, Darius n'a pas de souci à se faire pour son poste. Enfin, peut-être que si, quand même. Cette semaine, Darius a interviewé l'indépendantiste catalan Carles Puigdemont. On avait presque de la peine à dire qui était qui. Le roi d'Espagne, est-ce qu'il représente pour vous encore une autorité morale? Il a perdu toute autorité face aux Catalans parce que lorsqu'il a choisi d'aller au-delà de la Constitution espagnole... On dirait le Darius Rocheband 2018 qui pose des questions au Darius Rocheband 94. Et c'est peut-être ça le plan de Puigdemont, il veut extrader Darius vers l'Espagne et devenir présentateur du 1930 à sa place. C'est vrai qu'ils se ressemblent vraiment beaucoup. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le jeu du Darius Rocheband ou Carles Puigdemont. Et nous avons un candidat ce soir. Bonsoir. Alors dites-nous, comment vous vous appelez? Vous venez d'où? Je m'appelle Thomas, je viens de Lausanne. D'accord, Chantal, est-ce que vous êtes prête? Oui. Alors c'est parti, première image. Alors, Darius Rocheband ou Carles Puigdemont? Ça c'est Carles Puigdemont, ça. Oh, mais non, ah non, non, malheureusement ça se prononce Carles Puigdemont. Je suis désolé, vous perdez 500 francs. J'avais gagné 500 francs? Non, mais maintenant vous nous les devez. Deuxième image, attention, il y a un piège, regardez. Oui, c'est un piège, ça. Bien joué, c'était un piège. C'est la fin de ce jeu. On se retrouve la semaine prochaine pour un Zoé Deschanel ou Katy Perry. Bonne soirée. La Suisse romande a été attaquée cette semaine par les commentaires du consultant de Téléclub Rolf Fringer. Et pour en parler, on accueille notre expert en velchitude, Nathanaël Rocha. Alors Nathanaël, pour décrire une mauvaise performance du Lausanne Sport, Rolf Fringer a dit « ils ont joué de façon typiquement welsh ». Ouais, il aurait dû dire « ils jouent de façon typiquement Lausanne Sport ». Pour ceux qui ne savent pas qui est Rolf Fringer, c'est l'ancien entraîneur de la Nati. Il est autrichien, il est roux, il est pouet. Oh, il est vilain. Et il met des habits moches en se grattant la bisaule par les poches du pantalon.
Ils sont mauvais. Il paraît qu'ils flinguent. Hein. C'est un ami proche de Joseph Fritzl. Il n'a jamais rien gagné, mais il n'arrête pas de critiquer les Suisses romands. Rappelez-vous, c'est à lui que Christian Constantin a mis une ou deux baffes cet automne. Et vu les conneries qu'il dit encore, on se dit que Constantin, il a frappé trop fort ou pas assez. Enfin, on va se repasser les images juste pour le plaisir des yeux. On va voir les images. C'est un peu flou, mais regardez. L'homme à terre est Rolf Fringer, ancien sélectionneur de l'équipe de Suisse, aujourd'hui consultant de Téléclub. Mais ça veut dire quoi, typiquement belge, pour lui? Bah, chez les Bourbines, ça signifie flemmard, lâche, peu combatif. Un peu comme Rolf Fringer quand il se bat, quoi. Donc pour eux, les romans sont mous et flemmards, alors que vous, Nathanaël Rocha, vous êtes la preuve que c'est totalement faux. Oh, je pète le feu. Mais Rolf Fringer, il sait de quoi il parle, parce que quand il était sélectionneur, la Nati avait des résultats typiquement belges. Lourde défaite contre la Norvège et l'Azerbaïdjan quand même. On était mauvais parce qu'au lieu de coacher, Rolf Fringer, il était toujours en train de se gratter la bisole à travers les poches du pantalon. La Nati encaissait beaucoup de buts parce que c'est Fringer qui lui apprenait à défendre. Ouais. Lundi, après la polémique, le Roukmout du Tyrol s'est amendé en ces termes typiquement bourbines. Je n'ai rien contre les romans, au contraire. Ils aiment la vie, expriment une certaine insouciance, boivent des cafés, sont cool au niveau de leur mentalité. Tout cela, c'est plutôt bonheur. Mais c'est vrai, quoi, les Belges, hein, on boit des cafés. Ouh, on est des malades, hein. Ouh, mais moi, j'ai rien contre les Autrichiens. Hein. Ils séquestrent dans des caves, ils font de la musique classique et ils déclenchent des guerres mondiales. C'est plutôt bonnard. Bref, Thomas, j'ai pas vraiment de conclusion pour ma chronique parce qu'au lieu de bosser, j'étais en train de boire des cafés et d'aimer la vie, quoi. Vous avez bien raison. Nathanaël Rocha, s'il vous plaît. Et d'ailleurs, ça suffit. On a bossé 25 minutes. On est des romans, c'est assez pour la semaine. Allez, vous voulez du café, vous voulez un petit verre de vin? Allez, venez tous la semaine prochaine à 20h à Chaudron 18 ici à Lausanne. On est des romans, on va glander un peu, on va laisser les Suisses allemands s'occuper du pays. À la semaine prochaine si on n'a pas trop la flemme pour venir. Allez, on est des Belges, moi je ferais bien une petite sieste.